Bonjour à tous, bienvenue. La démagogie va tourner à plein régime. Je vais vous faire parler un homme politique bien connu. Et il va être représentatif de ce que vous allez entendre sur tous les plateaux et ce que vous avez déjà entendu. Mais qui va être relayé à fond pour la campagne présidentielle, bien sûr, et pour emmener les téléspectateurs vers une fausse route. À tout de suite. On interdit l'accès à l'eau à nos agriculteurs, c'est fini. Les amis, vous savez pourquoi j'ai choisi cette image? Ça, c'est pas une bassine, c'est une réserve de substitution. Il y en a 25 en Vendée, et depuis 25 ans, c'est moi, élu local, qui m'en suis occupé aux côtés des amis agriculteurs, aux côtés de la profession. On a obtenu une gestion collective de l'eau, qui est un bien commun, une gestion transparente, et on a des résultats extraordinaires. Des résultats en termes économiques, des résultats en termes de biodiversité. Donc il y en a marre de l'idéologie que je veux dénoncer. Demain, on aura de plus en plus chaud. Demain, on aura de plus en plus de sécheresse. Si on interdit l'accès à l'eau à nos agriculteurs, c'est fini. Eh bien, ça c'est un modèle, c'est le modèle que j'ai fait en Vendée. Ce modèle-là, je généraliserai en France le stockage de l'eau. Les projets seront déclarés d'intérêt général majeur. C'est par là qu'on reconstruira, les amis, avec l'accès à l'eau. C'est ce qu'a fait l'homme du néolithique, tout simplement. Eh bien, on va reverdir la France avec une nouvelle politique agricole qui sera offensive et qui acceptera cette production nationale. Merci de votre attention. Merci. Il est plus tenable aujourd'hui, en France, de laisser la bureaucratie saccager nos campagnes. Les agriculteurs ne l'acceptent plus, mais nous ne l'acceptons pas non plus. L'été, habituellement, c'est le temps des vacances pour certains, mais pour d'autres, c'est devenu le temps de la souffrance. Je veux parler des agriculteurs qui, dans nos campagnes, subissent la sécheresse, la canicule. Face à ces changements profonds, la France n'a pas besoin d'une politique de décroissance. Nous avons au contraire besoin d'une politique de bon sens. Et le bon sens, par exemple, c'est de stocker l'eau. Stocker l'eau quand elle est en abondance plutôt que de la laisser partir directement à la mer. Mais je voudrais aussi m'adresser au gouvernement parce qu'il y aura dès la rentrée, cet hiver, une extrême détresse. Des agriculteurs, leurs exploitations sont désormais en danger. Il va falloir un plan de sauvetage pour l'agriculture française. Et surtout, il faut aussi que dans chaque département, on puisse faire un point entre les dossiers de stockage de l'eau qui sont déposés et ceux qui sont acceptés. Ce que je demande au gouvernement, c'est de faire un point très précis pour qu'on sache exactement le nombre de dossiers qui sont déposés et ceux qui sont acceptés. Donc, rebonjour. Donc, vous allez entendre ce discours à une virgule près par tous les intervenants politiques. Vous allez retrouver d'un autre côté, éventuellement, une partie, j'ai bien dit une partie, des écologistes qui, eux, vont être plutôt contre tous les projets d'irrigation, qui vont être pour l'irrigation zéro, voilà, ce qui n'est pas réalisable et pas entendable, parce que bien entendu, il faut stocker l'eau. Et puis, vous allez avoir globalement, le discours que vous avez entendu là, qui va vous expliquer que lui, lui, ce qu'il n'a pas su faire avant avec ses gouvernements, lui comme la gauche plurielle, comme tous les autres, ce qu'il n'a pas su faire avant, il a ruiné les paysans en les entraînant dans une non-répartition de la valeur ajoutée, je vais vous en parler, et dans les traités de libre-échange, et il continue. Quand il vote, il continue, il faut bien le savoir, d'accord, eh ben il va arriver en sauveur, lui comme d'autres, comme Glucksmann, comme voilà, tous ceux que vous allez voir, tous vous allez voir parler d'irrigation à une virgule près. Donc déjà, pas un mot des hors-sols. Les gens qui sont hors-sol, qui n'ont pas de terre, ils vont pas monter l'irrigation. Il y a des gens qui font de la production d'hors-sol spécialisée, poules pondeuses, lapins, cochons, canards, volailles de chair, les cailles, la production de cailles, il y en a plein, production hors-sol. Ceux-là, ils n'ont pas de terre, donc vous vous adressez pas à eux, ceux-là. Pourtant, ils ont de gros problèmes économiques. Je vais en parler après pourquoi. Je vais englober l'ensemble des agriculteurs. Donc l'irrigation, et vous pouvez en parler de l'irrigation, monsieur. Je suis à côté de chez vous, moi, la Vendée. Vous allez pas emmener en visite les journalistes chez tous les irrigants en Vendée, où les enrouleurs sont dans les épines. Ils ont arrêté l'irrigation. Ils faisaient de la production de jeunes bovins ou de la production laitière. Ils sont plus agriculteurs, ces gens-là.
et même des grandes exploitations agricoles, d'accord? Des grands producteurs de lait avaient l'irrigation en Vendée, chez vous, comme chez moi en Maine-et-Loire ou ailleurs. Il irrigue plus. Et vous savez pourquoi il irrigue plus? Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas irriguer. Attention, l'irrigation est indispensable. Les stockages d'eau dans des endroits, c'est très, très technique, c'est très complexe, hein. Toutes les cultures spécialisées, faut un appoint au minimum, faut l'irrigation. L'arboriculture, tout ça, je l'ai déjà dit. Toutes ces productions-là. Non, mais là, moi, ce que je parle, c'est la grande culture. Et en élevage, donnez-moi les comptabilités de ceux qui irriguent et prouvez-moi qu'ils gagnent plus d'argent. Je parle en élevage. C'est un mode d'élevage où on choisit de faire de la culture du maïs ou d'autres cultures qu'on va irriguer à un moment donné. Il y en a qui ont fait d'autres choix de ne pas irriguer, donc soit avoir moins d'animaux, soit avoir plus de surface, et travailler sans irrigation. Mais ceux qui ont travaillé sans irrigation différemment, c'est pas du tout les mêmes assolements, c'est pas les mêmes cultures, ils sont pas moins riches que ceux qui ont irrigué. L'irrigation, c'est un choix de l'éleveur, en fonction si on peut créer des réserves, mais ce n'est pas l'irrigation qu'apporte la certitude du revenu. Pas du tout. Et il faut rajouter l'investissement. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus sur l'irrigation, le coût, ce que ça représente. Il faut le faire vraiment quand il y a de la valeur ajoutée, sinon il ne faut pas le faire. D'accord? Le coût et le temps de travail. Voilà. Et vous verrez qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va se lancer dans l'irrigation, avec une production laitière ou une production viande bovine, eh ben vous allez voir le ratio de rentabilité où il est. Vous allez amener plus de fourrage, vous allez faire vivre tout le tissu autour de vous, vous allez approvisionner l'agroalimentaire et l'agro-industrie, mais vous, voilà. Donc il va bien se garder de dire que ça fonctionne. Oui, l'irrigation est indispensable, mais il faut le traiter au cas par cas. Faut pas le généraliser. Voilà. Surtout pas du tout. Et vous allez voir qu'il y a des cas de figure où l'irrigation, ils vont faire investir les gens dans l'irrigation. Les gens, une fois qu'ils l'ont investi, comme vous le savez, ils peuvent plus faire marche arrière. Et ils investissent dans des productions sans avoir le carnet de facture. Ça, j'y tiens et je vais le répéter à longueur de journée. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour noyer le poisson? Il y a une sécheresse. La situation est grave. D'accord? Donc, démagogie. Ils vont créer des commissions, ils vont créer un Grenelle, hein, voilà, le Grenelle de l'environnement, le Grenelle de l'irrigation. Ça, quand on crée un Grenelle, c'est qu'on noie le poisson. On va créer des commissions, il va rien en ressortir. Surtout rien en termes de revenus nets pour l'agriculteur. Voilà. Alors qu'on est à un moment charnière, hein. Et là, dans ce moment charnière, il continue le conditionnement par de fausses informations, par de la démagogie. Le système, il s'améliorera que si l'agriculteur, il est maître de son destin, c'est-à-dire qu'il est maître de ses prix, à travers une facture et à travers une gestion des volumes comme au Canada, qui a un impact sur le consommateur de 265 à 345, 350, 360 dollars canadiens sur l'année. Vous voyez ce que ça représente divisé par 12. Voilà. Et là-bas, les producteurs de lait, ils ont un revenu parce qu'ils ont des prix. Avec un coût de production qui a été établi, on a tous les éléments pour le faire. Et qu'on ait irrigation ou pas irrigation, c'est ça le cœur du réacteur. Le reste, c'est du vent. Voilà. Et ils vont vous manipuler avec ça. Donc, le schéma, le modèle à revoir, bah, c'est de remettre à plat le schéma des machines. Parce que si on travaille qu'avec des machines tout robotisées, tout automatisées, on va aller vers encore plus de libre-échange, on va aller vers plus de volume par producteur au détriment du producteur. On va produire des millions de litres et des millions de tonnes par exploitation de viande, on va s'attacher à la maintenance des machines et aux entreprises qui vendent ces machines. Réfléchissez bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de machine, mais il faut que l'homme ait le dessus de la machine et contrôle ses investissements, son retour sur investissement. Il faut des machines, mais il faut que ça soit mesuré. Voilà. La charge de travail. Bien sûr qu'il faut revoir la charge de travail en agriculture. Pourquoi il y a un problème de charge de travail? Parce qu'il n'y a pas possibilité de ramener
de la main-d'œuvre puisqu'il n'y a pas de revenus. Donc l'agriculteur ou l'agricultrice, il fait 80 heures semaine, de 70 à 90 heures semaine, suivant les semaines. La charge financière, bien sûr, 270 000 euros d'endettement moyen par exploitation. La charge administrative, ben on peut la déléguer à des secrétaires. Comme tous les chefs d'entreprise, ils ont des secrétaires. Vous pouvez la payer, vous, la secrétaire? Non. Je vais vous dire pourquoi à la fin. La sécheresse va justifier le libre-échange. La sécheresse risque de justifier ce qui s'est monté en Europe et dans le monde. L'appauvrissement des paysans, il vient de la structuration des multinationales de l'agroalimentaire qui se sont mis dans des endroits stratégiques pour produire, pas très loin des ports, pour avoir un ratio de transport le plus pertinent possible pour eux. C'est ça la réalité. Les outils industriels, c'est pareil pour l'autre industrie, hein. Les outils agroalimentaires industriels, ils se mettent dans des endroits stratégiques, ils vont pas dans des zones reculées. Ils vont dans des endroits où ils vont pouvoir optimiser via le transport, ou dans des pays frontaliers des paradis fiscaux. D'accord? Voilà comment s'est monté le schéma agricole. Et derrière, bien sûr, il y a les magasins de vente et les grandes surfaces. Donc le constat de l'année de fin d'année 2026, oui, il va être catastrophique. Tous ces échecs, de toute façon, ne seront pas compensés. C'est impossible. Les sommes perdues sont trop importantes. Et là, il parle des cultures, de la sécheresse, l'irrigation, on ne parle pas des animaux morts dans les bâtiments. L'avenir, c'est quoi? C'est un modèle plus durable, mais c'est pas forcément un modèle plus productif. C'est un modèle plus durable. C'est pas la même chose. C'est l'optimisation de nos moyens de production. C'est pas l'optimisation technique, c'est l'optimisation économique, ce qui est pas la même chose. Voilà. Hein? Alors, il faut redémarrer un autre modèle avec des fermes pilotes. On en a déjà, il en existe déjà, des gens qui ont d'autres modèles, et on pourra démontrer qu'une ferme avec 200 hectares avec des prix mondialisés seront moins rentables qu'une exploitation de 40 ou 50 hectares avec des prix de souveraineté nationale. Ça, on pourra le démontrer. Donc, retenir l'eau, bien sûr que oui, il faut retenir l'eau et mettre l'irrigation, mais de façon ciblée, pas de façon dont il l'a dit lui. Parce que de la façon dont il l'a vendu lui, il va continuer à faire investir des gens dans des endroits où ça sera opportun, l'irrigation, mais dans des endroits où ça ne sera pas opportun du tout. Où les gars ils vont irriguer 2 mois ou 3 mois l'année dans des faibles potentiels de sol, avec des cultures ou avec des productions où il n'y a pas de marge. Il n'y a pas de marge en sec déjà, en année normale. Vous n'allez pas avoir de marge si vous réinvestissez dans l'irrigation. L'irrigation, ça peut être une sécurité dans certains types d'exploitation, mais attention, danger, pas partout. Pas partout. Ça se raisonne au cas par cas. Donc lui, son modèle, eh ben, il va pas nous faire converger vers une économie circulaire. Il va pas résoudre le problème des petits soldats qui arrivent plus à dormir la nuit parce qu'ils savent pas comment ils vont payer leur échéance bancaire et comment ils vont ramener de la trésorerie, du fourrage, parce que le fourrage, ils ont la possibilité de le commander, mais ils n'ont pas la possibilité de le payer. Voilà. Donc ça les réveille en pleine nuit, les petits soldats. Voilà. Ils sont tourmentés. Et ils sont tourmentés pourquoi? Il y a une chose dont M. Retailleau ne parle pas. Vous remarquerez qu'aucun candidat, ou j'attends de le voir, celui qui va en parler, il va vous parler d'une chose. C'est qu'en Vendée, il manque de 40 à 100 000 euros par an. Écoutez-moi bien, par an, suivant la taille des exploitations. C'est quoi? C'est le prix sur le litre de lait, c'est le prix sur le kilo de viande, c'est le prix sur l'agneau. C'est là qu'il est le malheur. Quand vous allez avoir monté l'irrigation et qu'un industriel va vous enlever 10 centimes du litre sur une production, mais il va vous faire plonger de 30, 40, 50, 60 000 euros en une année, rien que sur le prix du lait. Je ne parle pas du reste des charges, puisque vous savez que toutes les charges, elles explosent. Je vous parle du prix, moi. Le prix, il est fixé par qui? Il est contrôlé par l'industrie agroalimentaire, par les coopératives en Vendée, qui sont ses amis, qui sont la FNSEA. D'accord? C'est la toile d'araignée. Quand il y a des aides agricoles, elles passent par ce schéma-là agroalimentaire. C'est le schéma agroalimentaire qui définit
les tranches de pain qui vont être redonnées aux petits soldats. Et vous voulez monter l'irrigation partout? Non, monter l'irrigation, oui, dans les cultures spécialisées, chez les arbaux, le goutte à goutte, ça, c'est indéniable, et là, faut prendre des arrêtés, et faut imposer des plans d'eau dans les bassins versants. Ça, pas de problème, totalement d'accord. Mais pas monter l'irrigation partout en aveugle, en grande culture et partout. Non, les gars vont s'enterrer. Ils vont produire plus, ils maîtrisent pas ni la gestion des volumes, ni le prix final. Comment voulez-vous gagner de l'argent si vous maîtrisez pas votre prix, que vous n'avez pas votre facture? Et la facture, ça représente une petite exploitation, ça peut être 20 000 euros, et des exploitations en GEC où ils sont plus nombreux, c'est plus de 100 000 euros par an. L'impact sur la facture. Et là, on va les demander des aides, là, on n'a pas le choix, voilà, pour essayer de continuer. Mais vous croyez que ça va résoudre le problème? Ça peut pas résoudre le problème. Ça ne peut pas le résoudre, puisqu'on est des apporteurs de minerais à l'industrie agroalimentaire, qui ensuite, elle, va négocier un rapport de force avec les petites et les moyennes surfaces. Voilà comment fonctionne le système agricole. C'est pour ça que vous voyez les paysans manifester tous les ans et que le problème il peut pas être résolu. C'est pour ça qu'il revient à 4,50 € sur 100 € TTC. C'est eux qui détiennent toutes les ficelles. C'est eux qui maîtrisent tout. Alors il est bien au courant, monsieur Retailleau. Le Parti socialiste est bien au courant. La gauche plurielle est bien au courant. La branche du centre de François Bayrou est bien au courant de ce que je suis en train de dire. Les agriculteurs sont pieds et mains liés aux acheteurs, qui sont les grands groupes privés et la coopération agricole, qui est rattachée à une structure européenne qui s'appelle le COPA-COGECA, qui est en lien avec les financiers à travers le monde, jusqu'avec des gens qui travaillent pour la haute finance, pour BlackRock. Ça va jusque-là. Ils ont même des start-up qui sont rendus au sommet de Davos. Et vous voulez qu'on sauve les agriculteurs en créant une réserve d'eau? Mais non, là on plaisante. La réserve d'eau, il y a des endroits où on en a besoin. Et ça va améliorer des situations. Mais ça va pas résoudre le problème de fond. C'est eux qui tiennent le carnet de factures. Quand est-ce que les paysans vont comprendre qu'il faut qu'on reprenne notre métier en main? Et reprendre notre métier en main, c'est une organisation de producteurs transversale comme au Canada. J'ajoute d'ailleurs qu'elle est indispensable pour que ce projet-là est indispensable pour l'adosser au circuit court, au PAT, aux projets alimentaires territoriaux, tous ceux qui commercialisent déjà au détail. Ça va les renforcer, ça va les tirer vers le haut, parce que ce prix mondialisé qui est organisé par l'agroalimentaire tire le prix vers le bas et met un faux prix des denrées agricoles. Le prix des denrées agricoles qui sont dans les magasins, ce n'est pas le prix réel, c'est un prix subventionné, ce n'est pas un prix agricole normal, donc qui rend plus difficile tous les agriculteurs courageux qui essayent de faire du détail sur le terrain. Ils se retrouvent parfois déconnectés des prix et on va leur mettre à la figure qu'ils vendent trop cher. Mais non, c'est pas qu'ils vendent trop cher, c'est que les autres sont entraînés dans un prix mondialisé qui n'est pas un prix réel agricole, qui est un prix totalement faussé, totalement subventionné, où la Banque publique d'investissement finance ces géants des multinationales à travers le monde. Ce plan-là a été calibré. Ça a commencé après la Seconde Guerre mondiale. Ils l'ont peaufiné à la fin des années 50 et ils l'ont fait évoluer au fil du temps. À partir des années 60, c'était déjà embrayé la mécanique. Ça a été accentué par l'acte unique de 86, qui a été une déflagration par un mot, un seul mot, qui détruit tout, c'est la libre circulation des capitaux. Parce que chaque État membre, normalement, dans un cas de souveraineté, doit contrôler la circulation de ses capitaux. Et à partir du moment qu'on a laissé, ça ne veut pas dire l'interdiction de la circulation des capitaux, soyons bien clairs. On peut laisser circuler les capitaux, mais ça veut dire le contrôle de la circulation des capitaux. Parce que là, les multinationales, bah pour eux, c'est du pain béni. Hein. Sachez que, je ne vais pas donner le nom pour pas avoir d'ennui, mais il y a une grande multinationale qui a même échappé à la totalité des impôts. Ils ont fait un jeu de levier avec un paradis fiscal à l'intérieur de l'Europe. Il y a un procès qui est en cours depuis
plus de 15 ans, 20 ans, et il se trouve qu'ils ont gagné le procès. Donc ils ont échappé totalement à l'impôt. Et là, je vous dis pas le montant des impôts. Hein. Donc, tant que ça sera comme ça, en lien avec les politiques, hein, tous ceux que vous voyez à la télé sont au courant de ça. Donc personne va vous parler des prix agricoles. Personne va vous dire que les paysans, vous avez vu Bruno Retailleau, il a fait un lapsus. Il a dit les agriculteurs sont dans une très mauvaise passe, très mauvaise situation économique. On peut pas l'être en un an, c'est pas vrai. Même si les cultures sont détruites à 100%, on va exagérer, à 100%, si vous avez gagné celui qui est installé depuis 20 ans, c'est pas en une année qu'il arrête. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des entreprises qui ont été sinistrées dans d'autres domaines, hein, et sont pas coulées en une année. Pas si vous avez fait 10 bons exercices comptables. Ce n'est pas vrai. La vérité, c'est qu'en année normale, quand le climat est très clément pour nous, qu'il est au top, on fait pas de marge confortable. On est juste à l'équilibre au-dessus de l'eau, on rembourse nos emprunts. Ou on arrête d'emprunter, ça va mieux quand on arrête d'emprunter. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on peut pas renouveler nos outils, ni nos parcs matériels, ni nos parcs bâtiments. Donc, je vous demande de méditer. Lui, je vous assure une chose, c'est comme tous les politiques que vous voyez à la télé, dans les grands médias, eux, ils dorment bien la nuit. Ça, je peux vous l'assurer. Parce qu'eux, ils ont une rémunération et tous ceux qui tournent autour d'eux, hein, tous leurs attachés parlementaires, eux, ils dorment la nuit. Mais les petits soldats qui m'appellent actuellement, je peux vous redire, qu'ils dorment très mal la nuit. Parce qu'ils veulent essayer de passer l'année. J'ai bien dit passer l'année, pas gagner de l'argent. Et rappelez-vous bien de ce que je vais vous dire. Si on reste sur des bases, comme a dit Retailleau, là, certains vont pas passer l'année, d'autres vont la passer. Mais on se rappelle l'année prochaine, je vous prends quand vous voulez, alors que vous voulez. Il n'y aura pas de solution. Si le modèle n'est pas remis à plat, il n'y aura pas de solution. La solution, elle repasse par la reprise en main de la gestion de nos volumes et de notre facture. C'est nous qui devons facturer. D'accord? Et l'impact, ben on peut faire ce qui est au Canada. Hein, on va prendre une grande fourchette de 250 à 400 euros de plus par an pour le consommateur sans revisiter la chaîne de valeur. Parce que si on revisite la chaîne de valeur et qu'on encadre les marges, on peut faire ça avec 0 euros. Simplement, toucher aux privilèges des copains de Monsieur Retailleau, des copains de Monsieur Hollande, des copains de Monsieur Glucksmann, des copains de tous ceux qu'on dirigeait, de Monsieur Bayrou et tout, ça, c'est problématique. Ça, c'est vrai que remettre en cause le système et remettre en cause les privilèges de leurs amis, j'avoue que c'est pas facile pour eux. Je le reconnais. Merci. À bientôt.